Je suis Jacqueline Felzin, je dirige l'association 10 sur 10. Le film qui vous est présenté a été accompli dans le cadre d'une formation organisée par la Fédération régionale des maisons familiales et rurales et s'adresse à des moniteurs des MFR de Midi-Pyrénées. Il a été réalisé avec la participation des jeunes de la classe de 4e de l'enseignement agricole de la MFR de Belaspey à Gaillac, avec la collaboration de Madame Sigolène Mauger, monitrice à la MFR. Parmi les 13 apprenants que constitue ce groupe classe, 10 ont bénéficié ou bénéficient encore d'une prise en charge paramédicale, principalement en orthophonie, pour un trouble du langage écrit, communément appelé dyslexie. Or, la plupart des outils de dépistage, diagnostique et pédagogique à disposition de ces professionnels se centrent sur l'évaluation et la remédiation des difficultés de langage oral des enfants, et notamment des difficultés d'acquisition des capacités phonologiques, alors que le mot écrit est d'abord un objet visuel avant d'être un signe linguistique. C'est la raison pour laquelle je mobilise ici les prérequis d'acquisition qui reposent sur les capacités oculomotrices, visio-attentionnelles et visio-spatiales, toutes trois spécifiquement investies dans cette langue écrite que sont les mathématiques. Afin de promouvoir une fenêtre attentionnelle de bonne qualité, aucune information préalable sur l'intitulé du cours n'est fournie aux apprenants. Il s'agit de distribuer un support visuel et imagé, épuré de langage écrit et dépouillé de tout autre élément parasite pouvant interférer avec la tâche en cours. C'est bon? Quand je fais un rectangle, ouais, vous cachez le rectangle blanc. Ça marche? Ouais, c'est ça. Okay. L'idéal, ce serait après de le cacher avec un seul doigt. Là. Alors, vous trouvez la case qui est cachée en blanc. C'est bon? Le regard peut être considéré comme un geste qui va permettre la mise en place des capacités visuelles indispensables aux apprentissages scolaires. C'est par apprentissage que l'outil regard va organiser ses déplacements selon un projet spatial de plus en plus précis. Toutefois, il existe des troubles neurovisuels, encore trop méconnus, qui vont générer des difficultés dans la perception et dans le traitement des informations. Dans le cas d'une atteinte de la planification oculaire, le sujet ou l'enfant va éprouver des difficultés à utiliser une stratégie d'exploration visuelle adaptée en fonction du projet spatial. Dans le cas d'une atteinte de la programmation des mouvements oculaires, l'enfant ou le sujet va être en difficulté pour utiliser une motricité oculaire coordonnée. Le sujet présente alors des difficultés de coordination des mouvements oculaires dans l'espace. Le mouvement de poursuite n'est pas lisse, souvent chargé de micro-saccades, avec une perte de fixation au passage de l'axe médian. La motricité oculaire va rester dépendante de la motricité globale. Le sujet va utiliser sa tête et même le buste pour compenser la sous-utilisation du regard. Le sujet ou l'enfant ne va pas prendre conscience du rôle de ses yeux et ne va pas s'appuyer sur son regard lorsqu'il réalise une tâche motrice, dite graphomotrice, ou une tâche cognitive, la lecture ou la perception. La coordination des deux espaces visuels, droit et gauche, a du mal à s'installer. La coordination de l'œil avec la main va être laborieuse. On peut alors facilement imaginer les conséquences de ce trouble dans l'acquisition des apprentissages, la saisie et le traitement de l'information visuelle, sollicitant les aptitudes visuelles où le sujet doit en permanence coordonner et ajuster de façon précise ses mouvements oculaires. Noir fois noir divisé par blanc égale blanc. Ok. Noir fois noir divisé par blanc égale blanc. Ça marche? Pour trouver cette case-là? Blanc fois blanc divisé par noir égale noir. Ok, alors, à aucun moment t'as caché, Pépette. Je suis embêtante, mais lorsqu'on va mettre des chiffres, je vais demander à ton œil de croiser. D'accord? Ouais, sur les prochains exercices. Ouais, tu me comprends. Donc galère-toi. Ok, ça marche? Ce type d'exercice mobilise une double tâche en concurrence.
Afin d'éviter la saturation cognitive induite par l'attention partagée, je segmente la tâche volontairement en séquences. D'une part, je recherche l'automatisation d'un programme langagier qui est spécifique, auquel s'ajoute ensuite un parcours oculomoteur, lui-même aidé et renforcé par la présence de cases colorées, induisant une réponse dominante. En outre, l'inhibition visuelle, exercée par l'index, renforce et contraint le traitement visuel oblique. Maintenant, on va passer à côté. Ainsi conduit, l'œil se déplace sous l'effet d'une commande dite volontaire. Il manque une case, d'accord? Donc vous allez cacher avec votre index et vous allez écrire la réponse. L'attention n'est pas une qualité univoque, mais une fonction pulse résultante de divers mécanismes, de différentes composantes plus ou moins indépendantes, à savoir la sélection de l'information, la focalisation attentionnelle, la mobilisation des ressources attentionnelles dans la concentration et l'effort, la résistance à la distraction, le contrôle à la fois cohérent et flexible de l'activité, les variations de l'efficience attentionnelle au cours de la journée ou sur une plus longue période constituent une grande diversité d'opérations concernant l'attention. Je vous demande de cacher, d'accord? Alors, pour trouver cette case-là, on fait quoi? 87 divisé par 2, ça marche. Ça marche. Je ne veux pas le résultat, d'accord? Vous écrivez juste celui qui m'en a. Vous écrivez juste le calcul. L'utilisation de l'index ici est un renfort visuel efficient. Non, je veux pas le résultat. Comparé à un filtre, il permet d'opérer un choix, un tri, une sélection parmi le flux d'informations qui parvient sans cesse à nos sens. C'est le préalable indispensable aux fonctions d'analyse puis d'intégration. On ne peut voir, entendre, sentir, mémoriser, agir que dans la mesure où l'on élimine, par des mécanismes actifs, la plus grande partie des stimuli présents, offerts, des actes possibles. Oui, avec des lettres. On peut faire celui-là avec les lettres? Ouais. Je suis un peu sous Tu prends jamais ton stylo comme ça d'habitude. C'est juste Ok, ça marche. Alors maintenant, on va commencer. EF fois super. Tu m'en donnes? Un défaut d'inhibition se manifestera par un trouble de l'attention et de la concentration, ou plus spécifiquement par un trouble des fonctions exécutives associé à une distractibilité importante. Le sujet va s'emparer de tout stimulus environnemental, irrésistiblement attiré par toute afférence, invinciblement parasité par les événements environnementaux quelconques qui interfèrent sans cesse et de façon inopinée, non pertinente avec son fonctionnement propre. Cette distractibilité, qui peut se révéler pathologique, empêche le sujet de suivre une idée, d'écouter la consigne jusqu'au bout, de mener un raisonnement, d'exécuter une action complexe, et ces interférences sont nombreuses, souvent identifiables par l'examinateur, notamment le bruit extérieur, présence de tel matériel dans la pièce, etc. Super. Alors, je vais vous demander d'écrire vos prénoms dessus. On le verra? Vous allez la garder. On le coller dans ce cahier? Ou on a le classeur? Vous la mettez dans votre classeur et dans 15 jours, je la retrouve. Ah, la deuxième semaine, la semaine où on fait ça?
dire. Je sais pas dans quel sur c'est. Ok, donc vous gardez cette. Alors prenez cette feuille dans le sens de la hauteur avec les triangles en haut. Ça marche au niveau du sommet. Ça marche? Tu prends cette feuille et tu l'orientes comme ça. Ça marche? Ok. Alors, je vais passer ce tableau. Afin que l'apprenant ait les moyens d'utiliser au maximum ses compétences visio-attentionnelles, visio-spatiales et oculomotrices, je présente un matériel simple, dépouillé, avec peu de distracteurs. J'utilise également une présentation claire et structurée. Je limite le nombre d'exercices par page et j'évite de présenter 2 pages en même temps. J'utilise en outre la couleur pour faire ressortir les éléments pertinents et je pense que le repérage visuel nécessaire à ce type d'exercice est particulièrement difficile. C'est pourquoi j'utilise la verbalisation en employant un vocabulaire spatial précis. J'entends également que l'apprenant peut avoir une vision imparfaite de la forme globale, ici, malgré une bonne acuité visuelle. Je vais vous demander de repérer dans ce triangle un petit bout et son grand bout. Un petit bout et son grand bout. Ça marche? Ok? Je vous en ai donné un. Un petit bout et son grand bout. D'accord? Donc l'idéal, ce serait d'utiliser, voilà, les 2 couleurs dans la famille des verts. Le petit bout, le grand bout. Le top, ça serait de mettre l'éclair en haut. En couleur de l'intérieur. On fait des traits. Non, juste vous repassez. Après, d'accord? Ça marche? Ah, donc. Le petit bout et son grand bout. Son petit bout, c'est ce qui est en bas, et son grand bout. Ce petit bout, ce grand bout? Oui? Oui. Ouais, c'est ça. On a un petit bout qui va avec ce grand bout là. Ça marche? Est-ce qu'il y en a un autre? Ouais, l'autre côté. Un petit bout. J'ai déjà fait. Et son grand bout, J'ai c'est déjà fait lequel? d'un coup. Ton côté, le grand. Le grand. D'accord? Donc là, il va falloir, sur les prochains exercices, on va passer avec Madame Auger et on va vous aider à repérer petit bout, grand bout. Ouais. L'exercice consiste ici à mobiliser une perception visuelle efficiente sur un espace feuille parfaitement épuré. L'utilisation des outils scripteurs successifs, c'est-à-dire des différents feutres, induit une latence dans l'exécution. Autrement dit, elle ralentit le traitement cognitif. Cette simple manipulation empêche une vitesse de traitement supposée trop rapide chez des sujets potentiellement impulsifs. Le temps requis, induit par ces manipulations, contraint à la segmentation de la tâche perceptive. Alors, 30 secondes. Vous m'écoutez? 30 secondes. Sur les autres, on va passer à côté. Vous aurez un petit bout, un grand bout à droite. Un petit bout, un grand bout à gauche. Après avoir mobilisé des compétences visio-spatiales, l'introduction d'items, lettres, chiffres constitue un conflit cognitif fort. Ces parasites visuels peuvent se présenter comme un obstacle en interférant avec la précédente tâche, supposée automatisée, où il s'agissait de percevoir principalement les petits bouts et les grands bouts. Ici, la perception visio-attentionnelle est requise car le sujet devra mobiliser une forte inhibition des distracteurs que constituent les chiffres et les lettres. On tourne la feuille. Ça marche? Et vous repérez le petit bout. J'ai mis des lettres, j'ai mis plein de parasites.
des parasites, plein d'infos. Donc vous restez focalisé uniquement sur le petit bout. On va faire le petit bout, celui qui est à votre le petit bout. Vous le faites d'une couleur claire. Vous l'avez repéré? Le petit bout. Le petit bout. Ok. Maintenant, stop. Au petit bout, vous allez repérer le chiffre qui est à côté. Quel est son petit bout? Lui là. De l'autre côté. Tu fais abstraction, d'accord? Là, madame. Comme ça, madame. Madame, ce côté-là. Ok. C'est que un travail d'abstraction. Petit, ouais, c'est un petit truc là, il s'appelle mais du coup, je vais revenir jeudi. Je vais vous demander de garder en mémoire noir fois noir divisé par noir. Vous me regardez là 30 secondes avant que je parte. Donc, moi, mon métier, c'est de faire simple, très simple. D'accord ? Mon métier, c'est de développer des stratégies. D'accord ? J'ai pas parlé du théorème qu'on a vu aujourd'hui. Non. Je vous ai simplement aidé à mieux voir, en mettant des mots très simples, accessibles. Est-ce que quelqu'un a eu le sentiment d'être perdu? Non, ça va, je me suis... Celle qui était pas super bonne en maths, qui n'aimait pas trop les maths. C'est bon quand même? Ouais. Ce qu'on a fait après, c'est facile, mais après... Moi, c'est avec les couleurs que je me suis embrouillée. Ouais. Donc les couleurs, ça vous a embrouillé. Oui. Sans les couleurs, vous pensez que vous y arriverez mieux? Non. Jeudi? Peut-être, hein, on peut essayer. Hein. Je vais tester. D'accord? Ok. L'idée, c'est que les couleurs, entre guillemets, c'est juste un élément supplémentaire pour vous aider à mieux voir. Si ça vous embrouille, si c'est un parasite supplémentaire, on l'enlève. Mais en évaluation, vous allez avoir du temps pour vous entraîner à repérer le petit bout, le grand bout, le petit bout, le grand bout, le petit bout, le grand bout. Ensuite, on vous apprendra par cœur le théorème avec des mots mathématiques. On vous apprendra à remplir ce tableau de proportionnalité où je vous dirai de veiller à ce que toutes les couleurs claires soient en haut, soit les petits bouts, ouais. Et toutes les couleurs foncées soient les grands bouts. Voilà. Ça marche? Je vous libère? Alors dis-moi, comment ça se passe? Ça va. Ouais. Est-ce que le repérage, c'est plus facile avec les couleurs? Oui, ouais, c'est ça. Ouais. T'as compris en fait le théorème? Oui. Ouais. Tu peux me dire avec tes mots à toi? Avec les petits bouts, avec les couleurs claires, on repère les petits bouts. Ouais. Et avec les couleurs foncées, on repère les grands bouts. D'accord. Une fois que tu as repéré donc tes petits bouts, tes grands bouts, Oui. qu'est-ce que tu fais après, Lupette? Le tableau. Ouais. Vas-y. Alors, on va dire que le tableau, ce qui est difficile encore, ça va être en fait de mettre des couleurs. Il manquera des couleurs pour éviter que tu t'embrouilles. D'accord? Ouais, tu as mis le petit bout en jaune, le grand bout en orange. C'est bon, 17, super. Le grand bout, c'est 15, super, génial. Et comment tu fais pour trouver cette case-là alors? Eh bien, on cache cette case-là. Ouais, Et on fait 9 fois 15 divisé par 17. top.
Super. David, alors dis-moi David, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça va, c'est bien. Ouais, les couleurs ça t'aide? Oui, ça va. Ouais. Tu peux me raconter ton cours? Ben, on est en train de mettre des couleurs claires ou foncées Ouais, en fonction si le côté est petit ou grand. ouais. Et ensuite, une fois que tu as mis des couleurs, petit, grand, petit, grand, petit, grand, tu fais quoi après? Eh bien, calcul. Ouais, mais c'est ça, ou calcul, mais comment tu fais alors? Tu fais un tableau, c'est ça? Oui. Ouais, Oui. ça marche. Donc tu as mis ton petit bout sur ton grand bout. Ton petit bout, il est où ton petit bout sur le... Ouais, ça marche. Et alors comment tu fais pour trouver cette case-là alors? Eh bien, il faut faire 15 x 9 Ouais, divisé par 17. ouais, C'est le résultat. nickel. Quel est le petit bout dans ce triangle? Ah, ça a sonné, madame. Oui, parce qu'ils arrivent. 17,5. Allez, vas-y, mets 17,5. Seconde, s'il vous plaît, vous attendez dehors. On n'a pas fini. Tu peux fermer la porte? Tu peux... C'est quoi son grand bout? 19. Ouais, vas-y, écris. Ici? En dessous. On a dit les petits bouts en haut, les grands bouts en bas, d'accord? Ok, ça marche. Son petit bout, c'est combien? On sait pas. Tu l'as pas là, le petit bout là? Là. Ah oui, de 21,5. Vas-y, petit bout. On fera un petit contrôle sur ce que vous avez mémorisé la prochaine Ça fois. marche? Combien ça vaut ça? Ça sera noté? On sait pas. Point d'interrogation. C'est quoi le petit bout de ce triangle? Oui, non, pas, je vous demande de voir. 20. Non, mais en fait, j'ai compris, moi. On sait pas. On sait pas. Vous reprenez. C'est quoi son grand bout? Je suis mal à 26. Ouais, Moi aussi, j'ai compris. ça marche. D'accord? 30 secondes. Pas marqué. Donne-moi ton nom. Moi, sur la mienne, il n'y a que le nom du livre. Comment on fait pour trouver cette case-là? 19,8 fois 21,5 divisé par 17,5. Ouais. Une fois que tu auras trouvé cette case-là, tu pourras trouver celle-ci. Ça marche? Donc du coup, ça t'évitera en fait de t'épuiser, de recommencer encore une fois le tableau. Ça marche? Ok.